Vous avez déjà fini quelque chose, un paquet, un repas, une tablette, et peut-être senti dans les secondes qui suivent quelque chose de lourd s'installer, quelque chose qui ressemble pas à la satiété, hein, plutôt un jugement, une voix assez critique, genre encore, pourquoi, tu recommences, encore. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de ce moment-là, pas du geste lui-même de la compulsion, mais de ce qui arrive juste après. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette. Chaque mot compte, évidemment. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode. La nourriture émotionnelle, on en parle assez souvent, moi le premier, sous l'angle du déclencheur, hein, du fameux trigger. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est une journée qui a mal tourné? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est un petit coup de rien, de quelque chose qui vous gratte un peu le cœur? Et on mange pour s'apaiser, pour remplir quelque chose, pour peut-être même parfois s'occuper les mains quand les pensées vont trop vite. Un mécanisme assez humain donc, et la plupart d'entre vous le reconnaissent probablement. Alors, il y a quelque chose qu'on évoque beaucoup moins, c'est un maillon du cycle des compulsions qui reste un peu trop dans l'ombre à mon sens. C'est pas ce qui précède l'épisode, ce n'est pas l'épisode en lui-même des compulsions, c'est ce qui suit après. Bien entendu, j'ai déjà parlé de cet aspect de physiologie par rapport aux compulsions, hein. Souvent, la restriction amène à la compulsion. La restriction calorique volontaire ou involontaire, hein, le fait de se restreindre est une pente glissante, savonneuse vers la compulsion. Donc, en première intention, l'idée, c'est bien sûr de vérifier les paramètres physiologiques, c'est-à-dire à combien d'heures je suis de mon dernier repas. Est-ce que ce dernier repas a été suffisamment satisfaisant, agréable pour moi et suffisamment consistant? Et est-ce que j'ai pas faim, quoi, tout simplement? Une fois qu'on a fait ça, moi, j'aimerais vous parler de euh, la honte qui suit la compulsion. La honte, contrairement à nos idées reçues, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la honte ne protège pas du prochain épisode et j'irai même un peu plus loin, elle le prépare. Des chercheurs ont commencé à s'intéresser à cette question précise. Pas ce qui déclenche les compulsions alimentaires, mais ce qui les maintient dans le temps. Ce qui fait qu'on revient au même endroit, je mets entre guillemets, parce que c'est jamais vraiment le même endroit, hein, et c'est toujours on a l'impression que c'est le même point, mais au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, c'est pas exactement le même endroit. Je pense qu'il y a des couches qui se superposent en tant qu'humain. Et donc, le fait qu'on y revienne encore et encore, malgré la résolution sincère de ne pas recommencer. Une méta-analyse publiée en 2021 dans l'International Journal of Eating Disorder, well again a beast to fly, comme à chaque fois que je dis des mots en anglais, cette phrase, je la dirai encore pendant 40 ans, eh bien, elle apporte quelque chose de vraiment éclairant. En compilant les résultats de 195 études, elle montre, donc cette méta-analyse, c'est-à-dire que cette étude d'études, en gros, elle montre que la honte est associée à l'ensemble des comportements alimentaires problématiques avec une taille d'effet que les chercheurs qualifient de moyenne à large. Qu'est-ce que ça veut dire? La taille d'effet, c'est une mesure qui indique à quel point deux variables sont liées entre elles. Ici, ce qui nous intéresse, à quel point la honte et les comportements compulsifs vont ensemble. Les chercheurs utilisent une échelle conventionnelle, petit, moyen, large. Donc là, moyen à large, ça veut dire que le lien est statistiquement solide ou robuste, si vous préférez. Donc parmi toutes les émotions étudiées, c'est l'une des plus intimement liées aux compulsions. Et ce qui est particulièrement frappant dans cette méta-analyse, c'est la distinction que les chercheurs, chercheuses, font entre les différents types de honte. Il y a la honte générale, donc ce sentiment diffus d'être quelqu'un de défaillant, quelqu'un qui n'est pas une bonne personne, hein. Vous savez, la honte, elle cible vraiment l'identité de la personne, qui est déjà fortement liée aux compulsions, mais il y a deux formes plus spécifiques qui lui sont encore plus étroitement associées. La honte du corps, mon corps n'est pas comme je voudrais qu'il soit, mon corps est une grosse vache, mon corps est horrible, qui voudrait d'un corps pareil, etc. Et la honte autour de l'acte de manger lui-même. Donc plus la honte est ancrée dans le corps, dans ce qu'on voit dans le miroir et ou dans ce qu'on a mis dans l'assiette ce soir-là, plus son emprise sur les comportements compulsifs est forte.
Alors, je ne l'ai pas précisé en préambule de cet épisode, j'en ai déjà tellement parlé, mais pédagogie de la répétition, Charlie. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur ce qui distingue la honte de la culpabilité, parce qu'on les confond souvent. La culpabilité, c'est se sentir mal par rapport à ce qu'on a fait. Ça cible les comportements, les actions. Je me sens mal d'avoir mangé trop de chocolat. Et la honte, c'est se sentir mal par rapport à ce qu'on est. Je me sens nul. Je ne suis pas quelqu'un d'aimable. Et c'est la nature de l'émotion qui change à peu près tout. La culpabilité peut pousser à réparer, à cibler, à changer un comportement ou une habitude. La honte, elle, retourne l'attention vers son auteur, son auteurice, vers une image globale du soi. Et là, en l'occurrence, un soi abîmé, insuffisant, qui a besoin d'être apaisé et assez rapidement par ce qu'on connaît déjà, à savoir ici une nourriture réconfortante dans la seconde. Donc ça, c'était pour comprendre comment les choses se passaient à grande échelle. On a une tendance de méta-analyse, mais peut-être pour comprendre le mécanisme, euh, on peut descendre au niveau de l'expérience. Justement, on en a une d'expérience. Wong et Kian, j'espère que je les prononce bien, ont fait en 2016 des expériences, 2 études menées à l'université de Pékin. Dans la première, 250 femmes ont renseigné leur niveau de honte, d'anxiété, de dépression et leurs habitudes alimentaires émotionnelles. Résultat, la honte prédisait la nourriture émotionnelle au-delà de l'anxiété et de la dépression. Autrement dit, même quand on régule ces deux émotions-là, la honte conserve un effet propre, un effet indépendant. Deuxième étude, encore plus frappante, 91 femmes ont été réparties aléatoirement en 2 groupes. Le premier, il y avait une induction d'anxiété. Le second, la même induction d'anxiété à laquelle on ajoutait une induction de honte, c'est-à-dire une mise en situation conçue pour provoquer en laboratoire un sentiment d'humiliation. Donc les 2 groupes avaient ensuite accès à des aliments et le groupe honte, entre guillemets, rapportait une impulsion à manger compulsivement, significativement plus forte. Donc dans les 2 groupes, il n'y avait pas de différence significative en termes de quantité, mais ce que l'expérience révèle, c'est l'impulsion, cette urge, comme disent les anglo-saxons, ce besoin urgent que la honte amplifie. Le corps veut manger pour s'en sortir, pour se débarrasser. Ce que ça nous dit, c'est que la honte ne vient pas simplement s'ajouter à une autre émotion, elle la transforme, elle crée une pression d'apaisement plus immédiate, plus prégnante, plus viscérale, j'ai envie de vous dire même. C'est un peu une sorte ouais, elle s'insère dans le gut feeling, quoi. Et le corps, bah, lui, il essaye de gérer, il sait déjà quoi faire avec ça, c'est-à-dire manger quelque chose pour euh, plus ressentir ça sur le moment et puis ensuite le ressentir encore 10 fois plus fort. Je pense que beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que la sévérité envers soi-même, le fait d'être dur envers soi-même était une forme de sérieux, de colonne vertébrale, que se juger, c'était se corriger, que en fait la honte, c'était une sorte de garde-fou pour nous empêcher de recommencer façon bah tiens, si t'as honte, c'est tellement relou, c'est tellement dur, la honte à vivre, que tu vas pas refaire ce que tu es en train de faire. Mais n'en déplaise au mascu et ou au capitalisme triomphant dans sa version néolibérale et du no pain no gain, eh bien c'est précisément l'inverse que la recherche nous montre. Pour peu que la recherche est encore droit de cité aujourd'hui, eh bien c'est que la honte fragilise, elle détourne l'attention du comportement, de ce qu'on fait, pour la retourner vers une image euh, très difficile à vivre pour nous, une image douloureuse. Je suis quelqu'un qui manque de volonté, je suis cette personne qui ne change pas, qui recommence toujours. Elle nous fige dedans vraiment comme le lapin dans les phares d'une voiture pris sur la route. On est vraiment pris sur le fait et on se fige. On n'est pas dans tiens, j'ai fait quelque chose de mal, c'est vrai que je pourrais faire autre chose demain matin et je me souhaite de faire autre chose demain matin. Non, on est vraiment figé sur le moment à jamais dans cette identité-là. Donc si on commence à trouver des pistes, parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça au milieu de la route, la question déjà c'est peut-être pas comment s'arrêter de manger
mes émotions, mais c'est plutôt qu'est-ce que je fais de la honte qui suit ma compulsion. Si on creuse un peu, il y a un concept que les chercheuses et chercheurs en psychologie clinique ont beaucoup étudié ces 20 dernières années qui semble être un des leviers efficaces pour interrompre ce cycle. Ce concept, c'est l'autocompassion. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. L'autocompassion, c'est bien sûr bien plus nuancé que l'indulgence, la culture de l'excuse. J'en reviens au mascu et aux tenants du capitalisme pourri. J'ose ce terme. C'est quelque chose d'un peu plus précis. Christine Neff, qui est une des chercheuses les plus reconnues sur le sujet, la définit comme la capacité à se traiter soi-même avec la même bienveillance qu'on offrirait à un ou une amie proche qui traverse quelque chose de difficile. La capacité à se traiter soi-même avec la même bienveillance, on peut dire la même gentillesse qu'on offrirait à un ou une amie proche qui traverse quelque chose de difficile. Donc déjà, première piste, prise de perspective. Tiens, si j'avais un ami proche à qui je veux vraiment du bien et qui venait me voir pour me parler de cette histoire de compulsion, de ce cycle dans lequel il est englué, enfermé, est-ce que je retournerais le couteau dans la plaie en lui disant « Mais vraiment, t'es nul, tu sais, tu le fais quand même, t'es vraiment pas une bonne personne. » Ou est-ce que j'essaierais de comprendre ce qu'il vit pour essayer de le soutenir? Est-ce que j'aurais un regard doux, un timbre doux? Est-ce que je le prendrais dans mes bras peut-être pour soulager une part de souffrance qu'il traverse? Est-ce que j'aurais cet élan-là envers cet ami ou est-ce que je retournerais le couteau dans la plaie? Bien entendu, je sais qu'on ne se traite pas pareil et qu'on est au top pour ses amis et pas pour soi-même. Je le sais, nous sommes nos pires juges, nos pires contempteurs, notre propre bourreau. Mais tout de même, je vous demande de réfléchir à cette question. Tiens, qu'est-ce que ça m'apporterait de différent si je me traitais un peu plus comme je traite un ami proche? Dans le cadre de mes compulsions, en quoi ça m'aiderait? Ce qui est frappant, c'est que plusieurs études assez récentes dans les années 2020, ouais, dans les années 2020, même un peu plus récentes, eh bien, montrent que les personnes qui développent cette capacité, donc cette capacité d'autocompassion, c'est une capacité, c'est comme un muscle, c'est comme la créativité et tout, c'est un truc qui se pratique. Au début, on est au niveau débutant, puis intermédiaire, puis un jour, on devient un niveau ninja de l'autocompassion. Eh bien, les personnes qui développent cette capacité rapportent moins d'épisodes de compulsion, non pas parce qu'elles se surveillent davantage, mais parce qu'elles sortent du cycle honte-compulsion qui s'auto-entretient. Et elles n'ont plus autant besoin de s'apaiser de leur propre jugement. Et oui, nous sommes nos artisans de nos fenêtres, mais aussi de nos propres prisons. Je cite une dernière étude, une revue systématique publiée en 2023 dans le même journal, qui a compilé les études mesurant le lien entre autocompassion et comportement alimentaire problématique. Le résultat est assez clair. Plus les personnes rapportent un niveau élevé d'autocompassion, moins elles présentent de symptômes avec des corrélations que les auteurs qualifient de moyenne à large. Je refais pas l'explication. Et chez les personnes suivies pour un trouble clinique, l'effet est encore plus marqué. Donc concrètement, je ne vous propose pas une solution miracle ici dans ce podcast, mais peut-être une entrée possible, une piste. La prochaine fois que vous traversez ce moment d'après, là, ce mouvement bien relou, bien lourd, bien difficile à vivre, peut-être déjà c'est d'observer ce qui se passe dans la tête, le cœur, le corps. Sur le moment, c'est peut-être pas facile, mais 4 heures après, 8 heures après, peut-être que ça se décante un peu. Que vous dit votre tête à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez depuis votre cœur? Comment le corps s'active? Qu'est-ce qui vous fait faire? Moi, par exemple, je sais que quand la honte s'active, j'ai un courant d'onde sur les joues, sur le front. J'ai mes tempes qui deviennent chaudes, bouillantes. J'ai des petits picotements sur le dessus de la tête. J'ai l'espace entre les deux omoplates dans mon dos qui devient un peu humide. Mon rythme cardiaque s'accélère et en gros, ma tête me dit « Fais quelque chose, fais n'importe quoi, tout mais pas ça, pas la honte. » Elle veut m'arracher à ça, quoi, vraiment. Et voilà, c'est à ça que je reconnais la honte qui s'active en moi. Je referme la parenthèse personnelle, mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on est spécialisé dans le comportement alimentaire depuis des années qu'on n'éprouve plus jamais de honte, mais qu'avec le temps,
avec la pratique un peu, mais aussi la douceur et de la patience, eh bien, on arrive à nommer les choses. Nommer les choses précisément, si je m'inspire d'une citation célèbre qui est très utile en ce moment, qu'on attribue d'ailleurs à Camus ou à Descartes. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. CF, la montée de l'extrême droite en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier. Eh bien, je dirais que nommer les choses, bien nommer les choses, nommer précisément les choses, en l'occurrence la honte, c'est peut-être diminuer le malheur de son monde à soi. Je crois que j'en avais parlé dans une édition gratuite de ma newsletter. Je vais vous mettre le lien en description. Mais déjà, pour soi, nommer les choses. J'ai honte, je me sens honteuse avec ce corps. Je me sens honteux d'être cette personne qui recommence le même schéma. Et peut-être si vous avez ouais, le mojo, le courage de pouvoir partager cette honte avec une personne safe de votre entourage. Je sais que c'est contre-intuitif, je le sais, je le sens, que vous vous dites « mais ça va pas Charlie ». Et que quand on ressent de la honte, on a juste envie de rester seul, on a envie de disparaître, on a envie de se mettre sous sa couette, on a vraiment plus envie d'être là du tout, quoi. Mais je vous rappelle, je vous re-rappelle que la honte a besoin du silence pour prospérer, la honte a besoin du secret pour prospérer, la honte déteste la lumière, la honte veut que nous continuions à nous taire, je le disais dans cette édition gratuite, je le redis ici, la honte est un vampire qui déteste la lumière, la honte est un vampire qui déteste la lumière, la honte est un vampire qui déteste la lumière. Donc voilà, petite piste à tenter la prochaine fois que je fais une compulsion et qui est en fait une tentative de mettre fin à quelque chose d'inconfortable ou de douloureux pour vous. Mais tiens, qu'est-ce que je peux faire de courageux avec cette honte qui va vouloir faire son job de honte, c'est-à-dire me coller à la peau, me répéter en boucle que je ne suis pas une bonne personne et que je ne mérite pas d'amour et d'attention et de respect et de douceur. Quel acte je peux poser, quelle intention je peux mettre lorsque la honte viendra faire son job de honte. Donc en fait, si je résume un peu, ce que la science nous apprend sur la honte et les compulsions, c'est finalement quelque chose d'assez humain. Les émotions qu'on n'accueille pas, elles reviennent par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, par le Wi-Fi. Souvent plus fort, souvent de manière détournée. La honte, elle nous promet qu'elle va nous corriger, qu'on va se tenir bien droit après. Sauf que ça marche pas. Elle le fait pas. Elle nous ramène encore et encore au même endroit, comme un lapin. Et on se retrouve au bon milieu de la route, comme un lapin dans les phares d'une voiture. Rappel utile, la douceur envers soi, ce n'est pas de la complaisance. C'est même précisément ce qui rend le changement possible, même si je sais que ce n'est pas facile d'y accéder. J'entends bien que c'est pas parce que j'en parle dans ce podcast, parce que ça fait la première, deuxième ou troisième fois que vous entendez ces mots-là, qu'il y a quelque chose qui va se produire en vous, un fameux déclic. D'ailleurs, parfois, il n'y a pas de déclic et c'est OK quand même. Bien sûr, le lieu privilégié pour rentrer en profondeur dans tout ce qui se joue autour des repas, autour du poids, autour du cœur et du corps, je fais souvent le lapsus, mais c'est bien sûr la consultation, mais ça ne m'empêche pas de vous donner quelques pistes pour que vous puissiez cheminer à votre rythme aussi. Voilà, j'étais ravi de vous retrouver, de reprendre le micro de Dans la poire, c'est cool de vous retrouver, de vous imaginer écouter Dans la poire dans vos transports, pendant votre petit-déj, votre pause du midi, ou bien souvent pendant une marche ou pendant que vous cuisinez. De ce que vous m'avez dit sur les réseaux sociaux, ce sont des moments privilégiés d'écoute pour vous. Ce podcast indépendant, c'est moi, Charles Brumeau, qui l'écrit et le produit depuis bientôt 6 ans et qui le chouchoute aussi comme un enfant, pris dans les deux sens du terme. Il est gratuit sur toutes les plateformes d'écoute et j'aimerais qu'il le reste. Si jamais vous avez envie de soutenir ce travail, vous pouvez le faire sur Substack. Au mois ou à l'année, vous rejoindrez également ma newsletter. C'est l'espace où je prolonge ces sujets par écrit, plus en profondeur, et où j'attaque aussi la partie
plus concrètes de l'organisation des repas régulièrement. Le lien est en description de cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté Dans la poire. Merci de votre temps, de votre écoute. Je vous souhaite de faire quelque chose de bon pour vous, là, tout de suite, maintenant. Bel appétit de vivre.